Bonjour les anges, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo en présence aujourd'hui de mon amie Laure Porcher. Bonjour Laure, je suis ravie Bonjour de Julie. t'accueillir. Pour ceux qui me connaissent un petit peu plus intimement, vous savez mon amour pour les constellations familiales et à quel point je crois en ce procédé. Et je parle souvent d'une thérapeute en disant « Bon, si jamais tu veux en faire, j'ai quelqu'un à te conseiller, j'ai pleinement confiance. » Eh bien, c'est elle. Donc maintenant, vous n'aurez plus de... Voilà, vous verrez à quoi elle ressemble. C'est donc Laure avec qui j'ai fait pratiquer des constellations familiales. Et donc c'est quelque chose effectivement auquel je crois beaucoup, qui est très salvateur, ça fait beaucoup avancer. Et effectivement, j'ai pleinement confiance en ses capacités. Donc pour quelques petites infos, Laure a notamment été formée aux États-Unis et au Japon, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, et a été thérapeute, a pratiqué aux États-Unis. Donc elle pratique les constellations et le crânio-sacré. Oui, et la thérapie de polarité aussi, Voilà, que personne ne connaît en France. Ah ben, on pourra peut-être en parler un petit peu. Déjà, Laure, je voulais qu'on parle donc notamment d'un sujet. On a déjà échangé plusieurs fois là-dessus, sur justement l'éthique en médiumnité dans ce domaine-là. Parce qu'il se dit, quand on rencontre des médiums, parfois il se dit beaucoup de choses. Et on a déjà échangé à ce sujet. Et parfois tu as été interpellée sur ce que, par exemple, moi j'avais pu entendre. Et où tu considérais que ce n'était pas éthique de dire ce genre de choses. Donc est-ce que tu peux me partager un petit peu ton point de vue là-dessus ? Alors oui, avec évidemment le disclaimer que ce n'est que mon point de vue, évidemment. Enfin, c'est pas que mon point de vue, c'est des règles d'éthique que moi j'ai apprises dans ma pratique, enfin dans ma formation, et puis aussi dans les années... comme on disait, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu, j'ai été élevée plus ou moins là-dedans. Donc j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de comportements, j'ai vu beaucoup de choses, donc je me suis fait aussi mon idée à ce sujet-là, qui m'appartient. Est-ce que, du coup, je te coupe, est-ce qu'on n'est pas plus sensible à l'éthique justement aux États-Unis ? Est-ce qu'il n'y a pas une différence aussi entre pays par rapport à la France où c'est peut-être plus léger ? En fait, c'est difficile de faire des généralités parce que les États-Unis c'est très grand évidemment, et que moi j'étais dans certains milieux de formation qui étaient extrêmement clean, qui étaient extrêmement propres au niveau éthique. Donc où effectivement oui on était extrêmement sensible à l'éthique. Mais je ne peux pas en faire une généralité pour les États-Unis. Je peux dire que moi ça a été mon expérience aux États-Unis d'être dans des endroits ou avec des gens qui avaient une conscience très très aiguë de l'éthique quand on parle de médiumnité. D'accord. Donc c'est vrai que quand je suis rentrée en France, ça m'a un peu... ça m'a heurtée en fait, ça m'a choquée. Parce que j'ai trouvé qu'ici, il y avait une forme de... comment dire enfin, c'est pas considéré, mais d'une manière générale, c'est considéré normal que quelqu'un qui a des perceptions médiumniques se permette de dire des choses sans qu'on lui ait rien demandé. C'est quand même considéré comme bien, entre guillemets. Les gens disent « Ah oui, c'est super » et tout. Et moi, ça m'a énormément choquée quand je suis arrivée ici parce que c'est, en tout cas de mon point de vue, non, ce n'est pas bien. C'est une prise de pouvoir sur la personne. Et c'est pas un respect du libre arbitre, du tout. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a des perceptions qu'on est censé les dire. Si la personne ne demande rien, et quand je dis demande, évidemment, c'est pas forcément explicite, c'est-à-dire qu'une personne ne va pas dire tu vois des choses sur moi. Oui. Mais évidemment, si quelqu'un vient et vous raconte tous ses malheurs dans une démarche assez évidente de chercher de l'aide. De besoin d'aide, ouais. Bon, mais même comme ça, j'aurais tendance à vraiment dire le minimum de toute façon. Parce que de mon expérience aussi, enfin, à travers ma pratique, etc., ce que je vois, c'est que c'est rarement ce qu'il y a de plus utile, dans tous les cas. C'est-à-dire qu'apporter une réponse aux gens en disant voilà ce que je vois, machin, etc. Sauf si c'est vraiment un travail très précis où on va voir quelqu'un pour travailler sur des vies antérieures, sur des choses comme ça, où effectivement là on a besoin de la médiumnité parce que bon, bah, ça fait partie du travail. Mais d'une manière générale, moi-même dans ma pratique, j'ai beaucoup évolué. C'est-à-dire que quand j'avais des gens au début,
j'avais tendance à leur dire bon, voilà ce que je sens, voilà ce que j'ai vu avant la séance, etc. Parce que effectivement, moi, je regarde de moins en moins, parce que justement, encore une fois pour des questions d'éthique, mais quand je débutais, je faisais des pré-diagnostics. Donc je regardais la personne avant, en lui demandant sa permission évidemment, pour avoir une idée déjà de ce qui se passait. Et je lui disais quand elle arrivait. Et à force de pratique, j'ai trouvé que c'était pas utile en fait, c'était plutôt détrimental parce que ça me positionnait tout de suite en position de pouvoir par rapport à la personne. Ce qui en soi est c'est pas du tout efficace dans le travail d'être dans cette position-là. L'idée c'est de s'en défaire un maximum. Oui, mon expérience quand je suis rentrée en France, effectivement, c'est que je me suis retrouvée dans des situations où j'ai été témoin. Bon, c'est assez rare que ça me soit arrivé, mais ça m'est quand même arrivé, justement. Et c'est ça qui m'a fait aussi réagir. Je me souviens en tout cas d'une scène qu'on a partagée ensemble. Oui, tout à fait. Donc il y a au moins une fois. Mais ce qui m'a beaucoup choquée, en fait, parce qu'à la limite, bon, quand c'est des gens lambda, entre guillemets, il y a plein de gens qui ont des perceptions, qui ne sont pas praticiens, qui n'ont pas vraiment d'idée, justement, du positionnement à avoir. Et ce qui m'a beaucoup choquée, c'est dans les milieux thérapeutiques, où effectivement, des thérapeutes, enfin des gens qui pratiquent, quoi, se permettait de dire dans des conversations tout à fait pas du tout professionnelles, c'est-à-dire on était dans un cadre qui n'avait rien à voir avec une séance, se permettait de lancer des choses comme ça sur des gens en plus dans des groupes, quoi, avec d'autres gens. Et avec des témoins autour. Et ça les bras m'en tombaient, quoi. Et les bras m'en tombaient d'autant plus que la personne à qui on faisait ça en demandait plus, quoi, ou disait... donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que d'une manière générale, on a tendance à très facilement, je dis on pour pas dire les gens, parce que moi aussi ça m'est arrivé beaucoup, et je l'ai beaucoup fait, et je le fais plus, parce que en fait ça a changé, mais on a tendance à vouloir donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, et ça c'est une problématique d'enfance, de parentale, etc. Donc c'est vrai que très souvent, et moi je l'ai expérimenté aussi en tant que... je suis pas clairvoyante, mais j'ai des perceptions, que dès qu'on dit quelque chose à quelqu'un sur lui ou sur elle qui est vrai, il a tendance à faire ça. Oui. Tiens, je te donne mon pouvoir, dis-moi qui je suis. Et ça, c'est très dangereux. Enfin, moi, c'est quelque chose vraiment avec lequel je danse avec ce truc-là depuis que j'ai 18 ans. C'est quelque chose que vraiment j'ai ressenti très fort quand j'avais 18 ans, parce que j'avais une tendance aussi à dire tout ce que je voyais sur les gens, qui pour moi n'était pas de la médiumnité, c'était juste de la lucidité, mais bon, c'est une forme, quoi. Et je me suis rendu compte assez tôt qu'effectivement, ça, tout de suite, ça me donnait du pouvoir sur eux. Et quelle que soit l'intention, c'est-à-dire que même si on dit oui, mais je dis ça pour les aider, etc., j'ai envie de dire pourquoi est-ce que vous les aidez déjà ? Tant qu'ils ne vous ont pas demandé, c'est absolument pas juste, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vrai que ça me tient assez à cœur, l'éthique à ce niveau-là. Donc il y a ça, il y a cette éthique en médiumnité, et puis il y a l'éthique plus générale qui est encore une fois mon point de vue, je le revendique. Je ne dis pas du tout que c'est la règle, etc. Mais moi en tout cas, mon éthique personnelle, c'est que en tant que thérapeute, il faut être suivi. Je n'irai pas voir quelqu'un qui n'est pas suivi de manière réelle, de manière régulière, pas d'aller faire des soins à droite à gauche, etc. Mais quelqu'un qui fait un travail vraiment de fond, quoi, constant. Voilà, parce que c'est indispensable, parce que sinon c'est très difficile d'être neutre avec ses patients, que de toute façon on va avoir des patients qui vont nous renvoyer des trucs en permanence, c'est le principe, je veux dire, quand on fait ce métier, les patients viennent pour travailler avec nous, mais on travaille avec nos patients. Enfin, c'est un effet de réseau. C'est pas un effet de justement. Alors après, il y a plein de thérapeutes qui se mettent dans cette position de moi je sais, et voilà. Ce qui fonctionne aussi. Je dis pas que ça fonctionne pas, pas du tout. C'est juste que ça crée une dynamique avec le patient, ce qui est différent que d'être dans la neutralité. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Moi, j'en ai souffert directement, en fait, de travailler avec des gens, quand j'étais plus jeune, qui n'avaient, en fait, pas travaillé sur eux, et qui avaient des grandes perceptions. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui ont vraiment des vraies perceptions au niveau médiumnique, etc.,
qui donc s'établissent. Alors, moi, j'étais beaucoup dans le milieu chamanique aux États-Unis, donc c'est surtout là que je l'ai vu. Parce que donc il n'y a pas justement, autant en crânio-sacré, etc., si on veut passer les diplômes et rentrer là-bas, en tout cas dans le syndicat, on est obligé de passer les examens, et donc dans les examens, il y a l'éthique, il y a le volet d'éthique. Le chamanisme, pas du tout. Et moi, j'ai travaillé un moment avec une praticienne chamanique qui, au passage, m'a énormément aidée, hein, je ne dis pas. Mais après, avec qui je me suis retrouvée donc, en formation ensemble, ce qui déjà était pas éthique. C'est-à-dire que normalement, en tant que thérapeute, on ne peut pas être dans la même formation qu'un patient. Mais elle considérait que comme elle n'était pas thérapeute, ça ne s'appliquait pas. Or, ça s'applique. À partir du moment où on travaille dans l'humain avec quelqu'un, les mêmes règles éthiques qui existent dans le milieu de la psychothérapie, de toutes les thérapies entre guillemets reconnues, hein, c'est les mêmes. C'est pas parce qu'on fait pas la même chose que c'est... Voilà. Donc de ne pas faire, du coup, je t'interromps pour bien comprendre, de ne pas faire des ateliers ou des thérapies avec, en présence de son thérapeute, en fait. Normalement, même en constellation, par exemple, moi, toutes les personnes avec qui j'étais formée, elles sont aussi psychothérapeutes. Elles n'iraient jamais dans un cercle avec leurs patients en tant que participants. Parce qu'il y a forcément un transfert contre transfert qui se fait, donc c'est obligé. Mais donc cette personne avec qui j'ai travaillé, donc elle avait des perceptions absolument incroyables, ça je ne dis pas. Mais je me suis rendu compte finalement au fur et à mesure de ce qui s'est passé dans notre interaction, qu'en fait elle n'avait pas vraiment fait de travail, elle ne se faisait pas vraiment suivre, et qu'elle avait une énorme problématique de pouvoir, et qu'aussi énergétiquement il se passait des choses qui moi m'ont mis dans des états absolument très difficiles. On fait beaucoup avancer. On en parlait juste avant, justement. Voilà, ça m'a fait beaucoup avancer, je dis pas, mais ça m'a rendu extrêmement sensible à ces problèmes-là, à ces problèmes d'éthique. Du coup, je voulais revenir sur la médiumnité, justement. On a déjà échangé là-dessus parce que quand on commence effectivement à sentir qu'on capte de l'info et en même temps, j'en parlais, en plus, dans une interview que j'ai réalisée hier, on a parlé de ça, de se dire, de se faire confiance pour voir qu'effectivement, valider, parce qu'il y a un peu cette phase, en fait, pour moi, de transition où on n'est pas du tout, on n'a pas la sensation d'être médium et qu'on voit qu'on commence à capter des choses. Et pour tester ça, et moi je l'ai fait aussi, pour tester ça, c'est vrai que des fois, bien que souvent quand ça m'est arrivé où j'ai demandé l'accord, on en a discuté parce que ça effectivement ça me semble important parce que j'y ai été aussi confrontée, on en parlera après. Mais effectivement, on a tendance à dire pour voir si en fait ce qu'on capte, c'est censé ou enfin c'est vrai ou pas. En fait, c'est un peu, je pense qu'il y a une phase test dans les débuts de la médiumnité justement où on se dit est-ce qu'on capte vraiment un truc ou est-ce que c'est nous est-ce qu'on brille un peu et non, c'est pas du tout. Donc il y a peut-être cette phase test où effectivement j'émettrais peut-être un bémol où on est entre deux, où on découvre donc qu'on sait pas l'éthique justement et qu'on se teste pour voir si c'est vrai, si ça marche ou pas, si c'est bien ça, si c'est bien les bonnes capacités. Donc, et là où on est plus effectivement on se fait confiance et on y va. Après effectivement de recevoir de l'info sans la demander, et tu as évoqué le fait qu'il y ait du monde parce qu'on en avait échangé, moi ça m'est arrivé d'apprendre des choses du coup qu'une médium avait dit mais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre en plus. Et là, effectivement, ça fait double prise de pouvoir parce qu'il y a la médium et il y a l'intermédiaire qui n'a rien à voir, qui te révèle une info. Donc là, effectivement, je vous avoue, c'est pas du tout agréable. Oui, mais alors ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est très clair, du coup, c'est pas agréable. Moi, c'est vrai que ce qui m'a... au passage, la période de test, pour moi, la période de test, c'est la période où tu vois des gens gratuitement. Ou sur donation. Bien sûr. C'est ça, c'est à ça que ça sert la période de test. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que donc, thérapeute, tu découvres. Voilà. Oui, mais du coup, les gens viennent quand même te voir pour quelque chose. C'est quand même clair, le rapport est quand même clair. Ils viennent pour avoir des réponses, ils viennent pour ceci, pour cela. Tout à fait. Donc ça, c'est comme ça qu'en fait qu'on teste, effectivement. Bon, aussi, j'ai fait ça évidemment, comme je disais au début, je faisais plein de pré-diagnostics et tout parce que j'avais pas confiance aussi en ma capacité à être avec la personne. Voilà.
Après, oui, moi, ce qui me frappe ici, c'est qu'effectivement, les gens ne réagissent pas. Enfin, ça me frappe. Non, ça me frappe pas parce que moi, j'étais pareil. Donc, c'est très bête de dire ça. Mais c'est vrai que dans beaucoup de situations que j'ai pu voir, la personne à qui on dit quelque chose ne réagit pas du tout négativement. Et donc, ça conforte finalement la personne qui dit dans le fait que c'est bien en fait de dire ça. Oui. Et même s'il y a un bon retour, enfin moi pour moi même s'il y a un bon retour en face, non c'est pas bien, c'est quand même de la prise de pouvoir. Et du coup, j'avais une autre question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, ben moi, alors pour le coup, c'est un cas très récent de médiumnité, où là, on va t'évoquer éventuellement la mort de proches ou ce genre de choses. Il ne faut pas me lancer là-dessus. Parce que, en plus, j'ai eu cet échange avec un autre médium en off, hein, on en a parlé, et qui a, je pense, un avis un peu similaire. Et du coup, ça a été mon interrogation de dire qu'est-ce qu'on en fait. Lui avait un avis plutôt en disant mais c'est très destructeur. Hyper destructeur. Donc voilà, donc je voulais ton avis là-dessus. D'une manière générale, moi, si tu veux, la médiumnité en soi, tout seul, pour moi, ça ne sert à rien. Alors, je ne vais pas me faire des amis avec ça. Hein. Mais encore une fois, c'est mon... Le but est qu'il y ait de l'information. Oui, après, mais bon... Chacun prend ce qu'il doit y prendre. Si ce n'est pas quelque chose qui va vers un mouvement, d'accord, si c'est juste de l'information, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que moi, la médiumnité, je ne m'en sers, moi en tant que patiente, hein, parce que j'ai évidemment des gens à qui je demande, etc., notamment une amie qui est extraordinaire et qui est praticienne chamanique. Je ne m'en sers je ne vais la voir qu'à partir du moment où je veux résoudre quelque chose. Et je sais qu'elle a les outils, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est formé. Elle est formée en constellation, elle est formée en guérison chamanique, elle est formée en plein de choses. Donc sa médiumnité, elle est directement appliquée à son travail. Accompagnement, d'accord. La médiumnité qui consiste à dire voilà ce que je vois pour votre futur. Bon, déjà, tout ce qui peut être, et cette personne dont je parle, cette amie, elle a exactement la même, pareil, ça la rend folle. Tout ce qui est de l'ordre de grandes proclamations absolues du genre telle personne va mourir, vous allez mourir, vous devriez quitter la personne à qui vous êtes, vous devriez rester avec la personne à qui vous êtes, vous n'aurez pas d'enfants, etc., etc. Vous en aurez 4. Vous en aurez 4, voilà. Tout ça, c'est pour moi absolument inutile, déjà. Parce que, et alors même si c'est vrai, qu'est-ce que ça change en fait de le savoir? Au contraire, c'est pire. Inutile et en plus, oui, vraiment destructeur. Parce que la médiumnité, il faut savoir quand même que des lignes de temps, il y en a des milliers, quoi, hein, pour chaque personne. Et on en capte certaines, mais c'est pas forcément la bonne. Voilà, moi ma mère, on lui a prédit qu'elle allait mourir à 40 ans, bon elle a 70, elle se porte comme un charme. Quand tu parles je t'interromps, du coup, quand tu parles de ligne de temps, est-ce que pour que tout le monde soit ok là-dessus, est-ce que tu parles de plusieurs incarnations, en fait, de plusieurs vies, on pourrait capter une autre, la vie du... Voilà. Bon alors, là on part dans des trucs très compliqués. Pour être un peu plus précis sur la ligne de temps. Moi je pense que les lignes de temps... Après, on ne sait pas, hein, je veux dire, la vérité, personne ne saura jamais la vérité sur l'univers. Déjà, c'est ce que je dis toujours à mes patients, je dis, choisissez un système de croyance qui vous aide, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas savoir ce qui est vrai. On est des êtres humains, on ne peut même pas concevoir la complexité de comment ça fonctionne. Donc autant choisir quelque chose qui nous aide personnellement à vivre. Qui vibre en nous. Mais pour moi, les lignes de temps, quand je parle de lignes de temps, je parle de futurs potentiels en fonction des choix qu'on fait. Parce que tout n'est pas écrit. Hein. Je veux dire, les plus grandes choses sont écrites, effectivement. Ouais. Mais après, on a des choix, on fait des choix, etc. Après, oui, si on part du principe que les vies antérieures ne sont pas des vies antérieures, mais sont des vies simultanées, c'est-à-dire qu'on regarde le temps comme plutôt que linéairement, oui, on peut évidemment capter des choses qui fuient entre... Quelquefois, la séparation entre ces vies-là, elle fuit. Moi, c'est comme ça que je le conçois, parce que c'est comme ça que je le vis. J'ai une tendance à... Enfin, j'ai pas une tendance, mais j'ai une capacité, finalement, à être... dans plusieurs vies à la fois, à me faire happer en fait dans d'autres réalités
voilà, que je ne fais pas, parce que c'est pas très agréable et puis ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, mon expérience, effectivement, c'est pas un sentiment de choses qui sont passées dans le passé pour moi. C'est des choses, oui, tout d'un coup, il y a des informations qui me parviennent parce qu'elles traversent la paroi de séparation. Entre... Forcément sur ce plan-là, voilà. En fait. Mais d'une manière générale, en fait, ce qu'on oublie, ce que beaucoup de gens oublient, des gens médiums, surtout des gens qui ont des perceptions très très fortes, et je comprends, je veux dire, c'est pas du tout pour jeter la pierre ou quoi. Ce qu'ils oublient, c'est que quoi qu'ils voient, quoi qu'ils entendent, quoi qu'ils pressentent, ça passe forcément par leur filtre subconscient. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas contrôler à ce niveau-là. Et donc, en fait, c'est toujours teinté de leur propre subconscient, de leur propre structure, de leur propre histoire. Et donc ça, à partir du moment où on oublie ça, c'est-à-dire qu'on considère que ce qu'on voit, ce qu'on entend, etc., c'est la vérité, là, ça commence à être un vrai problème. Pour moi. Encore une fois, je dis, c'est bien mon expérience. Mais c'est vrai que... Et c'est pour ça que, pour moi, il faut faire très attention dans ce qu'on dit. Parce qu'on ne peut pas savoir, en fait, si ce qu'on voit ou ce qu'on capte, la façon dont ça se présente, c'est peut-être une réalité, mais la façon dont ça se présente, parce que c'est quand même de la métaphore, hein, la médiumnité, on voit des choses, on voit des métaphores. Donc c'est très important pour moi de dire déjà à la personne... ce que je fais quand la personne est sur la table et quand je fais des séances, je leur dis, c'est possible que je vous dise des choses sur ce que je ressens dans votre corps et tout, mais ça passe forcément par mon filtre. Donc si ça ne vous parle pas, ou si c'est voilà, c'est pas la peine de s'en saisir. Voilà. C'est pas la peine de s'en saisir. Il y a aussi le fait de la saisie d'informations, ça, on peut en parler aussi. Ce qui un autre danger, entre guillemets, d'en dire trop, notamment sur les vies antérieures, etc. Ouais. C'est que les gens adorent reconstruire des traumas à partir des informations. Donc, moi, les gens les plus efficaces que j'ai eus dans ma vie, notamment mes profs et tout, qui sont des gens hyper clairvoyants, c'est-à-dire que vraiment, ils ont des informations, ils ne disent rien. Ils disent rien. Rien du tout. Ils vont poser des questions, éventuellement, ils vont amener la personne à trouver la réponse par elle-même, ce qui est l'idée, hein, quand même. L'idée, c'est plutôt de poser les bonnes questions, plutôt que de donner les bonnes réponses, quand on est thérapeute. Mais c'est vrai parce que, encore une fois, j'ai récupéré des patients de praticiens chamaniques, etc., de gens qui leur avaient raconté en détail leur vie antérieure, etc., machin. Et en fait, ces gens, ils s'étaient accrochés à cette histoire, et ils en avaient refait autre chose, quoi. Ils en avaient refait un autre blocage, un autre trauma, quoi. Et s'étaient recréé un trauma par rapport à ça. Et c'est pareil, ça, il faut faire attention, parce qu'il faut suivre là où en est la personne. Je veux dire, il y a des gens, effectivement, ils peuvent entendre plein de détails sur leur vie antérieure, et ça va pas... ils vont pas s'accrocher avec leur mental, parce qu'ils sont ils sont ailleurs, ils sont dans un autre plan, et ça va aller. Et il y a des gens qui sont très, très dans le mental, où là, il faut en dire le moins possible, parce qu'effectivement, ils vont s'accrocher. Toutes les informations qu'on va leur donner, ils vont s'accrocher pour en faire une problématique. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, c'est mon expérience, c'est mon avis, c'est ma vision. C'est pas du tout pour dire la médiumnité, c'est mal. Au contraire, ça peut être... Non, parce que c'est très bien. Non, c'est très bien, c'est très utile. C'est très utile. Mais c'est juste pour dire quand même aussi aux gens, attention... Pensant à l'éthique. Oui, mais c'est même pas pour dire aux thérapeutes, parce que de toute façon, les gens qui font ça, ils vont pas regarder ma vidéo et se dire « Ah là là, je fais ça ». Non, parce qu'en fait, très souvent, ils sont convaincus de leurs bonnes intentions. Mais peut-être parce qu'on n'a peut-être pas... vu que la médiumnité en France notamment, c'est pas forcément très évoqué. C'est un peu... enfin, moi en tout cas... Même de plus en plus, mais un univers un peu je sais pas, caché, enfin on communique peu, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne, parce que ça me semblait important. Et du coup, peut-être que le fait qu'on communique pas beaucoup, eh ben, il y en a qui auraient besoin de cette info. Oui, et à qui ça va tilter, même si effectivement ils sont thérapeutes, en se disant putain, mais jamais j'ai entendu ça. En fait. Et là... Moi je le dis plutôt pour les gens, pour le commun des mortels, entre guillemets, à qui on dit des choses. Ouais. Mais je pense que ça peut aussi parler à des thérapeutes. Pour qu'ils se disent « Ah, attention, voilà. » C'était peut-être pas si juste.
c'était peut-être pas si juste, ou tiens, pourquoi est-ce que j'autorise cette personne finalement à rentrer dans mon intimité. Moi, ça m'est arrivé vraiment de rentrer dans l'art à des gens qui se permettaient de me dire des trucs, notamment aux États-Unis. Je me souviens dans une formation, comme quoi c'est partout, hein, c'est pas dans une formation de constellation, et quelqu'un qui est venu et qui m'a dit je sais pas quoi. Et la difficulté, en fait, c'est que souvent, quand ces choses-là arrivent, la première réaction, c'est d'être sidéré, en fait. Il y a ce truc un peu de sidération. Mais là, c'est bien, on était 5 jours ensemble. Donc tu avais le temps de ne plus être sidérée. Moi, j'ai eu le temps de ne plus être sidérée. Je me suis dit, attends, c'est quoi, ça va pas, quoi. J'ai pas aimé. Et le lendemain, je suis revenue, j'ai dit, je te remercierais de ne pas me lire sans que je t'en donne. Il me dit, bah, t'es un livre ouvert. J'ai dit, et alors c'est comme... Non, mais c'est vraiment... pour moi, ça s'apparente à... C'est une intrusion, quoi. C'est presque... C'est du même ordre que du viol, quoi. C'est un truc... ah bah, t'es habillée en mini-jupe, donc j'ai le droit d'y aller. Bah non, en fait. C'est pareil, quoi. Et c'est bien que... Du coup, je rebondis là-dessus, sur un autre volet qui est la partie énergétique. Et j'ai déjà eu l'échange, du coup, avec un thérapeute, mais qui n'est pas dans l'énergétique, mais qui a des capacités là-dessus. Et puis même avec d'autres, qui vont effectivement, quand tu as cette capacité à sentir les énergies, tu peux capter qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté à toi et qui est connecté énergétiquement à toi. Et où j'ai dit, attention, effectivement, c'est pareil. Là, on découvre, donc on joue, on teste, tiens, elle va me sentir. Mais que ce soit sur la médiumnité ou sur l'énergie, tu parlais du viol, mais effectivement, c'est une intrusion. On ne va pas faire un soin ou on ne va... Enfin, en tout cas, ou tester énergétiquement sans demander l'autorisation, parce qu'effectivement, il y a vraiment une intrusion. Ah bah, normalement, de toute façon, il faut permission à tous les niveaux. Hein. Moi, j'ai été formée par des gens qui étaient, notamment par ma prof de constellation qui était amérindienne, qui elle aussi a des perceptions, voilà, mais qui nous a rentré dans le crâne et dans le corps et dans tout, que c'était permission du client, permission de son système familial, permission de mon système familial, permission du champ énergétique dans lequel on travaille, etc. Donc permission à tous les niveaux. Et pour moi, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que vraiment... alors après, il y a des moyens, effectivement. Bon, justement, quand on est médium, on a la possibilité de demander. Mais le problème, c'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans la médiumnité, dans l'énergétique, qui disent « Ah, mais j'ai demandé si j'avais la permission. » Mais non, ils ont demandé tu fais bien de parler de ça. Voilà, ils ont demandé à leur guide, mais ça aussi, ça passe par leur subconscient. Donc s'ils ont une structure subconsciente qui est de l'ordre de je dois aider les autres pour être validé, ou qui est de l'ordre du rapport de pouvoir dont ils ne sont pas conscients, ça va toujours leur donner la permission, parce que ça fait partie de leur problématique. Donc c'est ça la difficulté, si tu veux. Et la difficulté, c'est qu'en plus, supplémentaire, c'est que très probablement, s'ils vont voir la personne et qu'ils leur disent « Je vois un truc sur toi, est-ce que tu veux que je te le dise ?» 99% des gens vont dire oui, à cause de cette problématique, justement là. Donc voilà, moi j'en parle parce que c'est quelque chose que je vois, et que j'aimerais bien effectivement que les gens commencent à avoir la puce à l'oreille à ce niveau-là et se disent dis donc, attention quand même. C'est pour ça que je tenais à cette interview, parce que on voit que l'énergie, tout change. Il y a des gens qui se découvrent médiums de plus en plus dans l'énergétique et tout ça. Et c'est pas un effet de mode, c'est que vraiment il y a un truc qui se passe. On a un changement d'air très profond, et tous les thérapeutes, voilà, on n'a pas de doute là-dessus. C'est clair. Donc, je pense que c'est effectivement important ce genre d'échange, d'interview, parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas du tout là-dedans. Effectivement, tu as vécu dans un univers familial qui était déjà sensible à tout ça, donc effectivement, tu as eu de l'information et tout. Mais il y a des gens qui se découvrent médium du jour au lendemain, en ce moment, ou avec de grosses capacités en termes de magnétisme, et qui n'ont jamais vécu là-dedans, qui ne savent pas ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, et d'où l'intérêt de ce genre d'interview, parce que je pense que ça peut être... si effectivement tout le monde se découvre, je pense qu'il y a des vrais besoins. Mais il y a aussi, ça peut avoir un effet, entre guillemets, mais assez destructeur. Donc je trouve ça bien que justement les choses soient dites à ce niveau-là. Si tu veux,
il y a surtout un besoin personnel. C'est-à-dire que les perceptions qui se développent, c'est avant tout pour soi. Déjà. C'est pas pour les autres. Les autres, en fait, il n'y a pas on n'aide pas les gens. C'est pas une bonne motivation d'aider les gens. Après, le plus efficace, encore une fois, dans mon expérience, qui est pas non plus... voilà, ça fait pas 20 ans que je fais ça, même si ça fait 30... je vais pas dire mon âge, mais plus de 30 ans que je suis dans ce milieu, effectivement, parce que je suis née plus ou moins dedans. Mais ça fait pas très très longtemps que je pratique. Mais même dans ce laps de temps, ces quelques années où j'ai pratiqué, le plus efficace, ce qui aide le plus les gens, c'est la neutralité. C'est pas de leur donner des réponses. Ce qui aide le plus les gens, c'est d'avoir un espace pour qu'ils puissent être exactement là où ils sont, au moment où ils sont, dans l'état où ils sont, sans qu'il y ait de résistance de ma part ou de la part de la personne avec eux. Et la résistance, ça se traduit de plein de façons. La résistance, c'est d'offrir des solutions. La résistance, c'est de leur dire qu'ils devraient faire les choses différemment, etc., etc., etc. Ou leur donner des réponses. Parce que la résistance, c'est avant tout une résistance intérieure, c'est-à-dire que ça nous met mal à l'aise. Parce que ce que la personne traverse, ça nous renvoie à quelque chose que nous, on connaît. Parce qu'on est des êtres humains, donc on résonne en permanence entre chaque... Voilà. Et si on n'a pas fait un travail avec ça, chez nous, l'exemple le plus basique, c'est quand quelqu'un va mal et que la première impulsion, c'est de le consoler, c'est de faire en sorte qu'il aille mieux. Bon, bah ça, c'est pas utile en fait. D'ailleurs, on l'a vécu en constellation avec toi, d'ailleurs. J'avais arrêté quelqu'un qui voulait venir te consoler. Je dis non. Et ça, je le fais beaucoup en constellation. Mais c'est là, elle est mal. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est bon. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup en constellation. Je l'ai encore fait quand j'étais aux États-Unis. Là, j'ai travaillé c'est vrai, ça y est, je me souviens pas de la scène, mais ça y est, je me souviens. En avril, j'ai alpagué quelqu'un à l'autre bout du cercle, parce que j'avais travaillé avec quelqu'un. On n'avait même pas fait de constellation, on avait juste fait de la visualisation. Et elle s'était connectée en fait vraiment à sa tristesse réelle, auquel d'habitude elle n'a pas eu connexion. Et voilà, et elle a été se rasseoir, et sa voisine a été pour la prendre dans les bras, et j'ai dit stop. Elle est grande, ça suffit, elle peut tout à fait porter son processus toute seule. Ouais. Ce que ça dit que la personne, elle est très très inconfortable avec sa propre douleur. D'accord. Donc c'est pareil pour tout, c'est pas que ça, ça c'est l'exemple le plus classique. Je veux dire, quand c'est insupportable pour nous de voir quelqu'un pleurer ou qui va mal, généralement c'est qu'on n'est pas du tout en conscience, et on n'est pas du tout en neutralité avec nos propres douleurs. Mais ça marche avec tout, ça marche avec toutes les émotions, ça marche aussi avec toutes les choses vraiment, comment dire, on est des êtres humains. Donc tout ce qu'on peut juger sur les autres, la jalousie, la manipulation, etc., c'est juste parce que nous, on ne s'est pas posé avec la réalité de nous, notre propre rapport à ça, et on n'a pas fait le travail d'être en compassion avec ça, d'être dans la neutralité. Mettre de l'amour. Ouais. Et c'est marrant, enfin, t'évoques ce sujet-là de tristesse et tout, et en plus, ça me fait penser à hier, une situation où justement j'ai une amie qui venait chercher le réconfort parce qu'elle était très triste, et où je lui partageais, parce qu'effectivement j'aurais pas dit ça il y a quelque temps, mais maintenant je le dis, mais vis ta tristesse, offre-toi ce champ de... je veux bien... Je suis là, effectivement, mais vis-la pleinement, parce que elle t'offre un champ qui te permet de travailler plein de choses, en fait. Et effectivement, et j'aime bien je sais que tu n'es pas une grande fan des citations pour te connaître un peu, mais j'aime dans ces cas-là cette citation qui dit: là où le fou prend peur, le sage se réjouit. et pour moi, c'est tellement ça, c'est de se dire, mais on peut aussi voir en douceur, entre guillemets, les moments de tristesse, et se dire que ça, effectivement, que ça ouvre
quelque chose qu'on doit vivre en fait, tout simplement, et que c'est pas la peine de, par le réconfort ou par autre chose, d'y mettre un espèce de couvercle ou par la fuite, parce que moi aussi je l'ai vécu. Voilà, et on se dit, hop, on cache ça et tout parce que c'est moins agréable. On peut aussi le voir avec douceur et voir quelque chose de beau, même dans quelque chose de... en fait, ça sous-entend, enfin, moi c'est ce que je suis tout le temps en train de dire à mes patients, et ils me détestent d'ailleurs. Pour ça, parce que dès qu'il se passe quelque chose de terrible, qu'il y a une crise, je dis mais c'est génial, quelle opportunité. Mais parce que en fait, c'est vrai que moi ma vision des choses, c'est qu'on est en permanence en train de se créer une réalité qui nous permet de digérer certaines choses de ce qu'on est. Plein de choses, des trucs d'enfance, des vies antérieures, de machin. C'est-à-dire que même sans faire aucun travail, on va de toute façon se créer une réalité qui va nous obliger à être dans un processus de transformation. Ce sera juste plus lent. Et puis plus douloureux aussi, parce que du coup on s'en prend un peu plus plein la tête. Parce que tant qu'on n'a pas compris, on nous représente le truc et de plus en plus fort. Mais c'est même pas comprendre ça. Moi ça c'est mon problème, c'est ma problème avec la France, c'est ça. Ouais. Les Français ils veulent tout comprendre. D'accord, ils veulent comprendre les messages que l'univers leur envoie, ils veulent comprendre leur fonctionnement. Mais non, en fait, c'est pas la compréhension, ça sert pas à grand chose. Ça sert, je dis pas, je suis un peu cash parce que c'est pour un peu extrême pour bien marquer le coup. Voilà. Mais non, la compréhension, ça sert pas à grand chose. Ce qui sert vraiment, c'est la présence. C'est ça la différence. Et ça sert à rien de comprendre sa tristesse. Ce qui sert, c'est vraiment d'être dans la présence avec et de le vivre et surtout d'aller à la source, c'est-à-dire d'explorer. C'est l'exploration. Ça m'intéresse beaucoup plus que la compréhension. L'exploration plus que la compréhension. Ouais. La curiosité. On pourrait en faire une citation d'ailleurs. Voilà. Ah non. Non. La curiosité à son propre égard et la volonté en fait d'explorer tous ces états avec neutralité. C'est-à-dire voilà. Mais ça sous-entend effectivement que on ne va pas se fuir les expériences inconfortables. Et ça, c'est le principe de l'humain. On fuit la douleur. Ouais. Mais c'est perdu d'avance. Je veux dire, on est des êtres humains. Donc, de toute façon, par définition... Arrêtez de fuir, vous avez perdu. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est des êtres, c'est cyclique. Il y a des moments ça va bien, des moments ça ne va pas. On n'a aucun contrôle sur notre vie. Ce qui est, vraiment, on a de l'influence. On a de l'intention, on peut mettre beaucoup d'intentionnalité dans ce qu'on a envie de vivre, dans notre vie, dans la façon dont on la construit, etc. Mais en réalité, on n'a pas de contrôle. Je peux sortir demain, me faire écraser par un bus. C'est pas quelque chose que je peux contrôler. Donc, c'est vrai que cette notion d'être finalement dans l'exploration permanente de ces états intérieurs, pas d'exploration du mental, mais l'exploration de la présence. Ça, pour moi, c'est vraiment utile et c'est ça qui fait vraiment avancer, en fait, qui fait bouger les choses. Après, voilà, moi, c'est vrai que c'est mon travail, moi, personnel, et aussi celui que j'essaie de transmettre à mes patients, c'est d'arrêter d'être en guerre avec la réalité. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à se dire qu'on devrait être différent de ce qu'on est, qu'on devrait ressentir autre chose que ce qu'on ressent, que les choses devraient se passer différemment que ce qu'elles se passent, que les autres devraient se comporter différemment de ce qu'ils se comportent. Or, tout ça, c'est une perte d'énergie totale, puisque c'est vraiment, on passe notre temps à être en guerre avec la réalité. Alors que la réalité, elle est quoi. Il n'y en a pas d'autre. Et quand on commence à toucher ça du doigt, c'est-à-dire qu'on commence à toucher une forme de neutralité, donc du coup avec tout ce qui est, et bon, ça sous-entend effectivement d'avoir fait un certain chemin, d'avoir fait un sacré boulot sur ces structures inconscientes formées dans l'enfance, l'ancestral, etc. etc. En fait, on arrive à un moment, et moi c'est quelque chose que je commence tout juste à toucher du doigt, et ça fait 25 ans que je travaille sur moi, donc c'est pas pour décourager les gens, mais c'est quelque chose qui vient, puis c'est pas tout le temps évidemment. Oui. En fait, cette notion de pas de préférence, c'est-à-dire de ne pas avoir de préférence par rapport à ce qui se passe. Cette neutralité... Oui, c'est effectivement, moi ça fait des années que je parle de neutralité et je commence à arriver à un endroit où j'ai l'impression de découvrir une nouvelle dimension de neutralité.
Et c'est de la forme, c'est de l'ordre de faire la confiance à la vie, hein, vraiment. Une vraie confiance profonde. Et c'est vrai que c'est ce truc de pas... on peut avoir évidemment qu'on a toujours des désirs, on a toujours des choses. Moi, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses que j'ai envie de développer, etc. C'est pas la question. Bien sûr que j'aimerais bien on parlait des constellations en mouvement, j'aimerais bien que ça prenne, j'aimerais bien que ça démarre, etc. Mais c'est vrai qu'on arrive à un certain moment où finalement tout ce qui se passe est vécu avec la même curiosité en fait, ou avec le même intérêt. Bon, ça demande de la vigilance, hein. On peut aussi très, très facilement tomber dans le truc où finalement... tout va bien. Je repars dans les vieux schémas. Ouais. Mais c'est une possibilité, hein. C'est une réelle possibilité. À partir du moment où on prend sa réalité comme un outil de travail, et que donc on sort du fait de subir en permanence... Et le plus bel outil de travail. Voilà. Et que donc on considère que tout ce qui se passe dans sa réalité, de l'averse qui nous tombe dessus le matin, aux plantes qui se font bouffer dans le potager, à la personne qu'on rencontre, avec qui on a un super contact, et la personne à qui on rencontre, avec qui ça se passe pas bien du tout, etc. Jusqu'à nos propres états intérieurs, c'est-à-dire je me réveille le matin et je suis épuisée, ou je me réveille le matin et je suis en forme, etc. Et quand on commence à considérer finalement toutes ces choses-là sur le même plan, en fait, sans faire de hiérarchie, de ça c'est mieux que ça, et ça c'est plus désirable que ça c'est bien, etc. ça c'est mal. Mais ça sous-entend aussi de faire ce même travail par rapport à soi-même, c'est-à-dire d'arrêter de hiérarchiser ses propres comportements, ses propres ressentis, ses propres pensées, en disant oui ça c'est bien, ça c'est mal, ça... Donc c'est du longue haleine, hein. C'est passionnant, mais c'est... Bon, en résumé, foutez-vous la paix. C'est un bon début. Ça peut être un bon début. Bon, et alors je repositionne pour pas que ça fasse trop de bruit sur le micro. Du coup, sur la partie éthique et tout, je pense on pourra y revenir, remarque, parce que peut-être il y aura plein de questions. N'hésitez pas. On pourra refaire une vidéo là-dessus parce que je pense qu'il y a de quoi dire. Et du coup, on va clore cette interview, et donc je vais te poser une dernière question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Okay. Bon, vous savez déjà, elle non. La dernière question, c'est pour toi, c'est quoi l'amour ? Ah là là. J'ai souvent ce... C'est une bonne question, c'est une question que j'explore assez régulièrement d'ailleurs. Je me pose encore la question en fait. C'est quelque chose que ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. Pour moi, aujourd'hui, l'amour, je le définirais vraiment comme l'acceptation radicale de soi-même avant toute chose, et ce qui nous amène à une acceptation radicale des autres. C'est-à-dire pouvoir regarder n'importe quel comportement, n'importe quelle personne avec le même amour avec lequel on se regarde soi-même. Alors ça marche aussi dans l'autre sens, mais c'est plutôt dans ce sens-là, je trouve, hein, personnellement. Voilà, c'est un non-jugement en fait. C'est quelque part l'amour, c'est la neutralité. Enfin, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on en revient à la neutralité. Je parle que de la neutralité, mais parce que en fait, c'est Christophe Alain qui dit, qui est très au passage très intéressant, quelqu'un d'intéressant à écouter et à lire. Pas tout, mais une grande partie, qui dit que l'amour tel qu'on le conçoit dans l'humanité, c'est du ventre. C'est je veux te manger. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui me parle assez, et que j'ai aussi exploré justement à travers tout le travail que j'ai pu faire par rapport à l'enfance, etc. J'ai envie de dire, je suis assez d'accord. La plupart en fait d'expériences d'amour que je vois autour de moi, ou ce qu'on appelle de l'amour, c'est ça, c'est du ventre. Et donc c'est assez conditionnel par définition. Ceci étant dit, l'amour inconditionnel entre adultes, c'est pas une idée, hein. Si quelqu'un vous tape dessus, il ne faut pas rester avec.
Donc, c'est... Alors, je pense que ça pourrait être parce que alors ça, c'est un sujet, l'amour inconditionnel. Moi, je veux bien refaire une vidéo là-dessus parce que ça me passionne. Et ben, alors, l'amour inconditionnel, pour le teaser de la prochaine vidéo, l'amour inconditionnel, vous voulez avoir l'amour inconditionnel pour le monde entier, en fait, ça commence vraiment par vous-même. C'est-à-dire que ce n'est un travail que de soi avec soi. Le jour où vous arriverez à avoir l'amour inconditionnel pour vous-même, il n'y aura pas de problème, vous l'aurez pour tout le monde, ça se fera tout seul. Mais c'est avant tout en interne. Mais c'est bien l'exemple que tu as donné de dire effectivement l'amour. Parce que souvent, c'est quelque chose quand j'échange là-dessus, parce que c'est un sujet que j'aime bien. Oui. dont j'aime bien parler. Et souvent, c'est ce truc effectivement de se dire, mais ça veut dire, des fois de se poser la question, ça m'est déjà arrivé, mais ça veut dire l'amour inconditionnel. Effectivement, tu aimes quelqu'un qui te respecte pas, tu aimes quelqu'un. Et c'est vrai que je me suis déjà beaucoup questionnée, j'ai déjà beaucoup échangé là-dessus. Donc merci pour cet exemple, l'amour inconditionnel entre adultes. Voilà. Il y a. Non, l'amour inconditionnel, c'est de soi à soi, c'est tout. Et en fait, si on a ça, du coup, on se retrouve jamais dans des situations. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce que c'est la base de tout. On se mettra jamais dans une situation qui attaque notre intégrité. Voilà, ça se présentera même pas, j'ai envie de dire. Et puis certainement qu'à partir du moment où on vibre, pour nous, amour inconditionnel, on attire, vu qu'on sait que c'est très vibratoire, énergétique, tous les liens, on attire des gens qui sont dans ce propre amour inconditionnel aussi pour, enfin en tout cas, qui sont dans cette démarche en tout cas. Parce que je pense que c'est une démarche qui est quand même de longue haleine. Hein. C'est un truc, c'est du quotidien. C'est du lourd. C'est du lourd. Non, c'est pas du lourd. C'est assez léger, mais c'est du quotidien en tout cas. C'est quelque chose de. Parce qu'il faut désapprendre tout ce qu'on nous a appris. Il faut désapprendre tout ce que la société nous martèle. Enfin, c'est vraiment défaire justement le subconscient. Il y a plein de modalités qui aident. Il y a plein de pratiques. C'est assez vaste. Bon, éteignez vos téléviseurs, mais regardez la chaîne YouTube. Je pense que déjà, ça sera un bon début. Mais écoute, on va clore sur, si tu veux bien, sur cette question-là. Je te remercie de cette interview. Je pense, du coup, on a fait un joli teasing pour une future interview, peut-être sur l'amour inconditionnel. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous voudriez qu'on développe un sujet que vous avez entendu aujourd'hui ou si vous voulez effectivement qu'on parle d'amour inconditionnel. Je te remercie encore. Merci, Julie. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.